Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Et on démarre avec cette question. Se dirige-t-on vers une grève dans l'éducation nationale? Face au budget 2025, la menace des syndicats est en tout cas bien réelle, Adrien. Et le compte à rebours est lancé. Hier, les syndicats ont donné 72 heures à leur ministre Anne Genetet pour les recevoir. Au total, ce sont 7 syndicats de l'éducation nationale qui ont déposé une alerte sociale, l'équivalent d'un avertissement avant le dépôt d'un préavis de grève. L'annonce en fin de semaine dernière de la suppression de 4000 postes d'enseignants pour 2025 n'est pas passée auprès des syndicats. Comme le précise Guylaine David, porte-parole du SNUIPP-FSU dans cette lettre adressée au ministère. Une ligne rouge est franchie au moment où l'école publique va mal. La seule réponse du gouvernement est de fermer des postes et donc de maintenir l'illusion qu'on peut faire mieux avec moins. Et si cet appel n'est pas entendu, la grève dont on parle pourrait être massive. Le préavis annoncé s'étend du 4 novembre au 31 mars 2025. Et on continue de parler du procès qui s'est ouvert hier à Châteauroux. 18 personnes sont jugées pour avoir accueilli illégalement des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Oui, dans cette affaire, on parle de dizaines d'enfants placés dans des familles non agréées et maltraitées, violentées même de 2010 à 2017. Mathias, à l'origine de l'enquête et du procès, a eu le courage de dénoncer les faits de violence. Mais qu'en est-il concrètement lorsqu'un enfant se sent en danger dans sa famille d'accueil? La réponse de Lies Loufoque, membre fondateur du comité de vigilance des enfants placés. Ils se démerdent, voilà, c'est ça la réalité. Ils se démerdent. Moi, je l'ai vécu pendant 18 ans, comme Mathias et ses camarades qui sont actuellement à Châteauroux, et que je salue pour leur courage immense, parce qu'ils ont fait ce que peu d'entre nous de notre génération ont réussi à faire, c'est-à-dire saisir la justice, faire valoir leurs droits, participer à un procès et, je l'espère, obtenir une condamnation et une réparation. Et pour cela, vraiment, il a, lui et ses camarades, tout mon respect. Malheureusement, oui, ce sont des choses qui se déroulent quotidiennement à l'aide sociale à l'enfance dans tous les départements de ce pays, que ce soit en France métropolitaine ou à l'outre-mer. Les enfants placés, quand ils subissent des violences, bien souvent, ils n'ont aucun interlocuteur à qui ils peuvent dénoncer ces violences pour qu'ensuite il y ait des actes qui soient posés et que cela cesse. En France, on compte près de 400 000 enfants placés sous la protection de l'aide sociale à l'enfance. Et l'affaire de l'ASE Nord met en lumière certains dysfonctionnements de ce système. Morgane est éducatrice spécialisée. Elle peut constater chaque jour les difficultés de ce secteur. C'est vrai qu'au niveau du métier d'éducateur spécialisé, on a énormément de problématiques qui se croisent au quotidien, donc des difficultés de recrutement, notamment au salaire très peu attractif, et du coup, ce qui effectivement, les structures font appel de plus en plus aux intérimaires, qui apportent du coup beaucoup plus d'instabilité à des enfants qui ont justement besoin de sécurité et de stabilité pour grandir. Et en plus, c'est souvent et parfois donc des personnes qui ne sont pas formées, ce qui du coup crée parfois des situations de violence au sein même des foyers, alors que nous, on est censé les protéger contre ces situations-là. Et c'est vrai que pour nous, en tant que professionnels, c'est terrible, quoi. On a l'impression que tout prend l'eau et qu'on essaie de faire ce qu'on peut avec des petits bouts de ficelle, mais voilà. Voilà, un cadre qui se détériore, des défaillances structurelles pour des enfants déjà en situation précaire. On continuera évidemment d'évoquer ce procès et la situation dans les ASE jusqu'au délibéré du tribunal correctionnel de Châteauroux prévu ce vendredi. Dans le reste de l'actualité, il y a cette enquête menée par Le Monde et France Info à La Rochelle. Des pesticides ont été retrouvés dans des tests sur des cheveux et urines d'enfants, alors que certains sont interdits en France. Oui, plus de 70 enfants sont concernés. Ils sont âgés de 3 à 17 ans et ont tous subi des prélèvements à la demande de l'association Avenir Santé Environnement, un organisme créé en 2019 après l'augmentation inquiétante du nombre de cancers pédiatriques dans la région. Une jeune fille, Pauline, 15 ans, est même décédée des suites de ces contaminations il y a 5 ans. Pour que ces drames cessent, il y a donc ces analyses et enquêtes lancées par l'association. Et les résultats sont sans appel, comme le précise son coprésident, Franck Rinchet-Girolet. On a, sur les 72 enfants qui ont été testés, on a relevé 45 molécules de pesticides dans les cheveux et 12 dans les urines. Et ce qui est relativement intéressant avec cette étude d'imprégnation, c'est qu'on est en capacité de dire que certains sont des pesticides agricoles, d'autres sont des pesticides domestiques et d'autres sont des pesticides dus à l'alimentation.
Voilà pour les résultats. Et on l'a dit, certains de ces pesticides sont donc interdits en France, ce qui révolte encore plus le coprésident de l'association. Il y en a certains qui sont des insecticides interdits et qui, par effet de rémanence, restent très très longtemps dans l'environnement et donc dans le corps. Donc c'est pas forcément des molécules qui ont posé un souci de par leur interdiction, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les retrouve alors qu'elles sont interdites depuis 30 ans. C'est incroyable, ça, ces molécules sont restées dans l'environnement pendant une trentaine d'années, quoi. Elles restent dans l'environnement et certaines sont classées cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et c'est des molécules qui se conjuguent avec les molécules qui sont actuellement autorisées sur le marché et les autorités sanitaires ne prennent pas en considération l'effet cocktail de ces molécules sur la santé. Donc pour nous, il y a une faille qui est énorme là-dessus. Et notez pour finir que l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a indiqué au Monde et à France Info qu'elle ne souhaitait pas commenter des études civiles non scientifiquement prouvées. On passe à cette polémique lancée par David Lisnard, le maire de Cannes. Il s'est plaint d'un oubli dans les manuels scolaires. Tout est parti de ce tweet, vous allez le voir, où David Lisnard interpelle les éditions Hatier. Pouvez-vous m'indiquer où est évoqué dans votre manuel d'histoire géo pour la classe de 3e le pacte germano-soviétique d'août 1939 ? Nous ne trouvons avec mon fils nulle part mention de cette alliance tragiquement déterminante entre nazis et communistes, sauf que sur les réseaux sociaux, tout va très vite et il n'a pas fallu longtemps à la communauté des historiens pour vérifier et contredire cette information du maire de Cannes. Photo à l'appui, page 70 du manuel, cet étudiant en histoire se dit surpris par ce tweet de David Lisnard. Le programme revient 2 fois sur le pacte germano-soviétique. Il suffit de regarder le sommaire. Pourquoi une telle malveillance ? Ces accusations sont graves, c'est l'honnêteté des historiens que l'on attaque. Honnêteté attaquée, mais information démentie. Toujours est-il que David Lisnard n'a pas supprimé son message sur X. Le président de l'Association des maires de France a simplement concédé son erreur dans une autre publication et ajouté que ces passages étaient mentionnés, je cite, de façon lapidaire mais claire et à une place dont chacun jugera l'exposition. Allez, on termine avec un autre manuel. Celui-ci ne devrait pas faire souffrir de polémique puisque c'est Jeunes et Citoyens. C'est le nouveau guide pour faciliter les démarches administratives des 15-25 ans. Oui, une initiative signée de la direction de l'information légale et administrative, un service du Premier ministre, un ouvrage d'une petite centaine de pages et une quarantaine de chapitres qui répondent chacun à une problématique. Par exemple, comment financer mes études, comment payer mes impôts ou encore quelles sont les aides au logement. Pour Lucille Josse, sous-directrice des publics et produits à la DILA, notre ambition est de faciliter l'entrée des jeunes dans la vie administrative et citoyenne, synthétique et pratique. Il centralise des thématiques incontournables, un condensé d'informations utiles pour être indépendant. Le manuel a été testé et approuvé dans plusieurs régions de France cet été. Il est désormais disponible en version papier et sur le site officiel servicepublic.fr.